Comme nous, vous êtes accro à Netflix, vous vibrez au son du Toudoum, mais vous ne savez pas toujours quoi regarder? Pas de panique, Télé Loisirs fait le tri et promet d'être votre phare dans la nuit. Bonjour à tous et merci d'écouter Toudoum, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à Netflix. Cet épisode du podcast vous sera présenté à deux voix. Je suis Émilie Meunier. Et moi, c'est Laurence Gallois. Salut Laurence. Salut Émilie. Alors pourquoi on est toutes les deux aujourd'hui ? C'est très simple, qui dit fin d'année dit épisode bilan. Et même si 2020 a été rude pour tout le monde, il faut l'avouer, cette année a été aussi l'occasion de belles surprises sur Netflix. Laurence, j'espère que t'as mis ta plus belle robe de soirée. Moi, j'ai sorti les chaussettes à paillettes, j'avoue, parce que l'heure est à la remise de prix. C'est ça, bienvenue dans l'épisode des Toudoum Awards, dans lequel la rédaction de Télé Loisirs décerne ses prix aux meilleurs programmes de Netflix de l'année. Alors, on a établi plusieurs catégories, meilleure série, meilleure saison de série, meilleur film, meilleur documentaire et meilleur divertissement. Et on a demandé à nos petits camarades de la rédaction, qui passent autant de temps que vous et que nous devant Netflix, de voter pour leur programme préféré. Et on a aussi un invité, l'acteur Manu Payet, qui va nous dévoiler son coup de cœur de 2020, que vous êtes très certainement nombreux à avoir vu, mais chut, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Commençons par le grand gagnant de ces Toudoum Awards. La meilleure série de l'année 2020 pour la rédaction de Télé Loisirs n'est autre que, suspense, Le Jeu de la Dame. Mais quelle surprise, Émilie! Franchement, je ne me serais pas doutée. Oui, en effet, c'est pas trop une surprise, parce que depuis sa sortie fin octobre sur Netflix, cette série est devenue un véritable phénomène. C'est très simple, tout le monde en parle. Adapté d'un livre éponyme de 1983 signé Walter Tevis, Le Jeu de la Dame bat des records d'audience en ayant convaincu plus de 60 millions d'abonnés Netflix à travers le monde en moins d'un mois. C'est clair que Le Jeu de la Dame, c'est un vrai phénomène, comme plusieurs séries de Netflix d'ailleurs, notamment Stranger Things à l'époque. Elle est sortie sans trompette ni fanfare, sans publicité aucune de la part de Netflix. Et c'est le bouche à oreille qui a fait de la série ce phénomène en seulement un mois. Parce que bon, franchement, Émilie, moi sur le papier, une série sur une gamine devenue championne d'échecs dans les années 60, c'était pas forcément très vendeur. J'y suis même allée un peu à reculons, je vais être honnête. Et puis pourtant, tout le monde a succombé à cette héroïne atypique, Beth Harmon, qui est jouée par la délicieuse actrice Anna Taylor-Joy. Pouvez-vous dire au lecteur de Life ce que ça fait ? Je veux dire, être une femme au milieu de tous ces hommes. Je m'en fiche. On n'est pas tout le temps en compétition. Les échecs peuvent également être magnifiques. Alors comme je disais, c'est vrai que j'y suis allée à reculons et puis au final, comme beaucoup de personnes, je me suis laissée prendre au jeu, sans le mauvais jeu de mots. J'ai aimé ce personnage qui est parfaitement écrit, extrêmement complexe et puis surtout j'ai trouvé ça très beau, l'esthétique est dingue. Je sais pas ce que t'en as pensé toi Émilie, mais même jusque dans les costumes qui font des références aux parties d'échecs que joue l'héroïne, c'est assez incroyable. Après, honnêtement, j'ai toujours un peu de mal à être totalement enthousiaste. Moi, quand je regarde une série, j'ai entendu avant des dizaines de fois que c'était absolument génial et qu'il fallait la regarder. En fait, je suis toujours un petit peu déçue. Alors, je sais pas si toi, ça te fait le même effet, Émilie ? Oui, j'ai aussi mis un peu de temps avant de m'y mettre, franchement, je le confesse. Alors après, pourtant, sur le papier, ça aurait vraiment pu m'attirer parce que, j'ai aussi appris les échecs très jeune, fait partie d'un club, ouais, je sais. C'est pas très glamour. Par contre, à la différence près que moi, j'étais complètement nulle, contrairement à l'héroïne de cette série. Donc, en effet, sur le papier, ça aurait pu m'attirer. Mais moi, j'en avais aussi marre d'entendre à tout va non, mais c'est génial, t'as pas vu le jeu de la dame encore, mais qu'est-ce que tu fais ? En fait, laissez-moi le temps, déjà. Je crois que j'avais pas envie de céder à la hype, à la mode autour de cette série. Et pourtant, en fait, à une pause déj, j'avoue, vive le télétravail, je me suis lancée un épisode et puis bim, je suis tombée dedans. Évidemment, esthétiquement, c'est magnifique. Au-delà de redorer l'image de ce jeu, qui est considéré trop souvent à tort comme ennuyeux et trop complexe, moi j'ai adoré ce portrait de battante. C'est une femme qui n'a eu en sa possession aucun repère dans sa vie, à part les cases de son échiquier. J'aime sa façon de brûler sa vie, de se défaire de la pensée unique. C'est franchement fascinant, c'est touchant et inspirant. Et puis gros bonus, je pense que tu les as reconnus Laurence, il y a deux acteurs qu'on a connus tout jeunes et qui ont bien grandi dans la série. Thomas Brody Sangster, alors je ne sais pas si je le prononce très bien, mais qu'on a découvert dans Love Actually, et Harry Melling, alias Dudley, dans les Harry Potter. Mais donnons surtout la parole aux journalistes votants, Lila Ishan, Paul-Henri Debec, Roxane Manzano, qui ont enregistré des petits messages pour vous expliquer en quoi cette série est géniale à leurs yeux.
J'ai adoré le jeu de la dame parce que j'ai été tout d'abord captivée par le personnage de Beth, ce génie des échecs. Et qui dit génie, comme très souvent, dit torturé. Et je trouve que la série, elle alterne très bien entre ces deux facettes de Beth. Et surtout, il faut le dire, Anya Taylor-Joy, elle crève l'écran. Moi, elle m'a complètement embarquée, je la trouve sublime, je trouve qu'elle a un regard de dingue. Elle a aussi un jeu d'expression corporelle. Enfin, vraiment, je l'ai trouvée démente. On ressent totalement la tension et le stress qu'elle peut subir dans le jeu à travers son regard et puis ces moments de faiblesse aussi quand elle sombre dans la drogue et l'alcool. J'ai beaucoup aimé la réalisation aussi qui a su rendre le jeu passionnant alors que bon, c'est pas forcément un jeu extrêmement dynamique, hein, c'est statique et justement le fait que les mouvements de caméra, les effets spéciaux avec les pièces d'échecs au plafond, j'ai trouvé ça très original et vraiment dynamique. Percutante et captivante, cette série m'a convaincue dès les premières minutes du visionnage. Pourtant, je ne connais absolument rien aux échecs ni ne ressens aucune attirance pour ce jeu. Et ce, malgré les quelques tentatives de mon père quand j'étais plus jeune pour m'apprendre à jouer. Si l'histoire est prenante, la photographie et les décors de la fiction sont une pure merveille et extrêmement bien réfléchis. Laurence, je crois que tu as un nouveau prix à remettre et toujours du côté des séries. Et oui, parce que chaque mois, on découvre des nouveautés sur Netflix, mais pas seulement. On a aussi hâte de retrouver les nouvelles saisons de nos séries préférées. Et c'était le cas de la série The Crown, dont la saison 4 est sortie le 15 novembre. C'est donc elle qui a été élue la meilleure saison de l'année par les journalistes de Télé Loisirs. Avec le temps, Diana abandonnera son combat et elle pliera, comme ils le font tous. Et si elle ne plie pas, que se passera-t-il ? Elle se brisera. Alors pour en apprendre davantage sur cette saison, je vous propose d'écouter l'épisode de To Doom que nous lui avons consacré lors de sa sortie. Moi personnellement, je l'ai adoré. Je me pense que c'est peut-être même l'une des meilleures saisons de la série. Peut-être parce qu'on arrive dans une partie un peu plus récente de l'histoire britannique et donc plus connue du public. Mais surtout, j'ai été fascinée par l'histoire de Charles et Diana. Moi, Diana, c'est un personnage que je connais très mal et donc je l'ai découvert dans ces épisodes. Et puis pour moi, cette saison, elle doit beaucoup à un face-à-face entre deux comédiennes qui sont excellentes et pourtant très différentes l'une de l'autre. Olivia Colman qui incarne la reine et Gillian Anderson qui est méconnaissable dans le rôle de Margaret Thatcher. Je pourrais vous en parler plus longuement, mais je vais passer la parole à mes collègues Émilie Lopez et Candice Dupré. Alors très clairement, The Crown saison 4, ça a été un de mes plus gros coups de cœur série de cette saison. Il y a plein de raisons pour ça. La première, c'est que j'en attendais beaucoup parce que ça raconte une histoire qu'on connaît, qui nous est contemporaine. Et je me suis dit, vu la qualité des 3 premières saisons, ils vont forcément nous sortir quelque chose de fou. Et ça a été le cas. Tous les acteurs sont extraordinaires, vraiment. Charles et Diana sont extraordinaires. L'interprète de Charles, notamment, avec son dos un peu voûté, on a vraiment... En fait, ce qui est fou, c'est que c'est vraiment comme ça qu'on les imagine. Moi, j'ai appris plein de choses sur la famille royale. J'ai eu envie, grâce à cette saison 4, de m'y intéresser encore plus. C'est compliqué pour une série, normalement, de garder un niveau d'excellence pendant autant de saisons. Et c'est le cas de The Crown, donc gros coup de cœur. Et voilà, et je pourrais voter 1000 fois pour eux. La saison 4 de The Crown est à mon sens la meilleure, la plus attendue, parce que déjà il y a le personnage de Diana qui est enfin introduit, tout le monde l'attendait depuis le début, même si on aime beaucoup la reine. Donc on y voit un vrai focus sur ces années malheureuses, mais aussi sur ces instantanés de bonheur avec Charles, et c'est bien qu'ils aient mis les deux en perspective. Je trouve ça aussi super qu'ils aient fait de Camilla un autre personnage central, parce qu'on sait tout l'amour que Charles lui a apporté, c'est très bien montré, et à la fois le personnage perfide qu'elle a été auprès de Diana. J'ai adoré aussi le duel Thatcher et la reine Elisabeth parce qu'ils ont été vraiment très fidèles à cette relation, à la fois détestée entre elles, mais à la fois très respectueuse. Et dans tout ça, on va faire même une mention aux costumières qui, une fois de plus, ont fait un boulot de dingue. Aussi aux décorateurs parce qu'ils ont trouvé des endroits encore magiques. Et avec tout ça, on va oublier qu'il y a quelques incohérences, qu'il y a quelques erreurs dans les faits qui sont arrivées notamment entre Diana et Charles, et on se dit vivement la suite, vivement la saison 5. Alors, elles ne sont pas les seules à avoir dévoré la saison. Il y a un acteur à la bonne humeur inégalable qui voulait vous faire part de son enthousiasme, et c'est Manu Payet. C'est vraiment la plus belle série que j'ai vue depuis longtemps. Et quand je dis belle, c'est dans tous les sens du terme. C'est à la fois le belle physiquement, c'est-à-dire les décors, les costumes, le filmage, les acteurs, les actrices.
c'est le jeu des actrices et des acteurs, c'est le scénario, les dialogues. Une série à regarder absolument en VO pour savourer l'accent anglais. L'heure est maintenant venue de parler cinéma avec le meilleur film de l'année 2020 sur Netflix. Alors dans la rédac, beaucoup de cinéphiles et ils ont été nombreux à plébisciter le grand gagnant, qui n'est autre que Les 7 de Chicago d'Aaron Sorkin, disponible depuis octobre sur la plateforme. Pour présenter le film et expliquer son histoire, je laisse la parole tout de suite à la journaliste Gwenola Trouillard. Pourquoi regarder Les 7 de Chicago ? Pour Aaron Sorkin, d'abord, le maître des arcanes du pouvoir, on lui doit la série culte à la Maison-Blanche et le scénario oscarisé de The Social Network. Avec Les 7 de Chicago, il nous plonge dans l'histoire, avec un grand H. Ce procès aux allures de farce jette une lumière crue sur les abus de pouvoir et les violences policières que l'on découvre à travers des extraits d'actualité de l'époque. Elle rappelle celle d'aujourd'hui par un effet de miroir saisissant. Et puis le casting, il est dingue. On retiendrait Eddie Redmayne en petit garçon bien rangé, bien repassé, qui comprend pas trop ce qui lui tombe sur la tête, et surtout Sacha Baron Cohen, méconnaissable en star du stand-up qui fait de la provoque une arme de salut public. Et on écoute aussi Hugo de Saint-Phal et Sébastien Embarqué qui eux aussi ont adoré ce film et qui nous expliquent pourquoi. C'est une affaire qui a fait grand bruit et vraiment elle nous est restituée avec dans toute sa complexité et dans toute sa force. C'est virtuose, même s'il faut s'accrocher pour suivre parce que c'est hyper dense. Mais ça reste très très clair et très très efficace, d'une grande puissance. Et l'autre atout pour moi de ce film, c'est son incroyable casting. Il y a une bonne dizaine d'acteurs absolument dingues, que ce soit Jeremy Strong que j'avais adoré dans la série Succession. Il y a aussi Mark Rylance qu'on avait vu dans le film de Spielberg, Le Pont des Espions. J'ai toujours apprécié les films de procès. Alors forcément, moi j'avais un a priori très positif sur Les 7 de Chicago et j'avoue que je n'ai pas été déçu parce que j'ai retrouvé le style Sorkin dans ce film qui est dispo sur Netflix. Bon, c'est un long métrage qui est assez bavard, voire parfois un peu bordélique, mais c'est pour moi clairement ce qui fait son charme. Puis il y a aussi tout cet aspect historique qui interpelle parce qu'il nous ramène forcément aussi à notre époque actuelle. Alors pour la catégorie suivante, on s'est penché sur les meilleurs documentaires sortis en 2020 parce qu'il y en a beaucoup aussi sur Netflix et le gagnant c'est l'affaire Watts, chronique d'une tuerie familiale. Il revient sur une affaire sordide survenue en 2018 aux États-Unis, un mari qui a tué sa femme enceinte et leurs 2 petites filles. Alors des documentaires sur des faits divers, il y en a beaucoup sur Netflix, mais celui-ci est très particulier en raison de sa forme. À l'écran, ce sont des archives, des contenus publiés sur les réseaux sociaux, des textos ou bien encore des images de vidéosurveillance qui vous plongent dans une enquête qui est vraiment glaçante. Émilie, je crois que glaçant c'est le mot. Il me semble que tu es encore sous le choc après avoir vu ce documentaire. Ouais, je confirme. Pour l'histoire, un soir je couche mon fils, je lance Netflix et je tombe là-dessus. À partir de là, franchement impossible de détourner les yeux de ce documentaire tellement qu'il est hypnotisant. La vie de cette famille s'affiche avec une vérité incroyable. Les images tournées par les victimes elles-mêmes m'ont littéralement happée. On a l'impression en fait de scroller la page Facebook d'une inconnue, une femme qu'on aurait croisée vaguement à la sortie de l'école récupérer ses gamins. Et on rentre dans son intimité pour mieux être frappé au final par cette issue qui est juste terrible. Ce documentaire, c'est un vrai miroir de notre époque où tout est filmé, mis sur les réseaux, pris en photo, partagé, surveillé et où même les flics portent des caméras sur eux. Pour être totalement honnête, ce documentaire m'a carrément filé la nausée. J'en ai pas dormi de la nuit. J'avoue, je regardais mon mec du coin de l'œil en mode j'espère que tu vas pas nous tuer. Bonne ambiance à la maison. Si tu nous écoutes, je sais que tu ne vas pas nous tuer. De par sa forme, ce documentaire permet une identification totale en fait aux victimes et c'est franchement hyper perturbant. Mais je crois que nos 3 votants qui ont plébiscité l'affaire Watts, à savoir François Wyss, Marc Arlin et Marine Yelch, ont aussi pas mal de choses à vous dire sur ce programme très très marquant. Alors si vous aimez les émissions de faits divers comme Faites entrer l'accusé et les docu-réalités qui vous plongent en immersion dans la vraie vie des vrais gens, vous allez forcément accrocher à l'affaire Watts comme j'ai accroché moi. Ce documentaire de Netflix, il n'a ni commentaire, ni interview face caméra, ni reconstitution, il n'est constitué que de vidéos, de véritables vidéos. C'est-à-dire qu'on voit la disparue dont on nous parle, nous parler face caméra, on voit un policier et le mari de la disparue entrer dans la maison après la disparition, on voit même, grâce à la caméra installée devant chez le voisin du couple, le père de famille partir dans la nuit au volant de son pick-up. Donc ce n'est pas un fait divers qu'on nous raconte, c'est littéralement un fait divers que l'on revit. C'est forcément avec une tension extrême, c'est haletant, et quand on commence, on a du mal à arrêter, et voilà pourquoi il faut voir cette affaire Watts, parce que c'est vraiment un documentaire qui fait date par cette forme très très originale.
Oui, ce qui est vraiment intéressant avec l'affaire Watts, c'est la façon dont il réinvente la reconstitution d'un fait divers. Ce ne sont que des images brutes qui interpellent le spectateur, le poussent à se questionner, à questionner ce qu'il voit. Je trouve aussi que c'est un document édifiant et assez glaçant sur la façon dont un quotidien assez banal, finalement, bascule dans l'horreur. Et on a souvent comparé l'affaire Chris Watts à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, mais ici on est en face d'un homme d'une normalité presque effrayante, une personnalité sans doute moins complexe que Dupont de Ligonnès. Et au final, je trouve que cela rend le documentaire d'autant plus fascinant. Je dois avouer être une grande fan de faits divers, donc je me suis lancée dans le visionnage de ce doc sans trop savoir à quoi m'attendre. Et en fait, j'ai été agréablement surprise. Déjà, j'ai été surprise par le travail d'archives qui a été effectué par les réalisateurs, qui est juste incroyable en fait. Et la narration est également étonnante parce que j'ai eu le sentiment de vivre le drame un peu en direct et à l'intérieur. En fait, tu te glisses complètement dans le costume de l'enquêteur et à chaque minute, tu as l'impression de découvrir un nouvel élément à l'enquête. Bref, même si l'histoire est bien sûr terrible, j'ai adoré la forme du documentaire qui est assez inédite et qui permet de vivre les événements aux côtés des principaux concernés. Pour clore ces To Doom Awards, place à la meilleure émission de l'année sur Netflix. Et c'est la télé-réalité The Circle France qui a remporté les suffrages de la rédaction. Une émission d'enfermement déjà adaptée aux États-Unis où des candidats de tous âges sont enfermés dans des appartements séparés. Ils ne se voient pas, ne se connaissent pas, mais peuvent communiquer et se créer une identité via des réseaux sociaux. Hashtag c'est Glory. C'est Gollery. Ça se dit pas ça. Elle doit avoir 48 ans. Bienvenue dans The Circle Game. Toc toc toc. Bienvenue à nous tous. C'est un jeu sur un réseau social dans lequel 8 joueurs s'affrontent pour devenir le plus populaire et gagner 100 000 €. On est là pour un objectif. La maille. 3 de nos journalistes vont vous dire pourquoi ils ont adoré cette nouvelle émission. On écoute Émilie Flores, Valentine Mingo et Raphaël Émile. J'ai dévoré la version brésilienne, j'ai dévoré la version américaine et j'attendais avec impatience la version française. Et pour le coup, j'ai pas été déçue. Il y avait des clashs, des manigances et une tonne de rebondissements. Et côté casting, mais juste 5 étoiles. Maxime a interprété à la perfection son rôle de Valéria. Et les mamies, elles étaient tellement mignonnes et elles m'ont fait tellement rire avec leur hashtag, c'est celui qui dit qui est. La mécanique du jeu est juste folle. Moi, j'ai trouvé ça hyper malin parce que ça mêle les codes des réseaux sociaux avec les statuts, les hashtags, les photos de profil. Donc ça résonne vraiment dans notre société où tout est dans le paraître. C'est juste génial de voir ces candidats qui sont seuls dans leur appartement en train de se faire piéger par de fausses identités juste à côté, ne plus réussir à démêler le vrai du faux au fur et à mesure des jours. Évidemment, il y a des stratégies, il y a des éliminations, mais on n'est pas du tout dans le clash. C'est toujours drôle, bienveillant, positif. Pour moi, The Circle, c'est un peu comme Secret Story, sauf que là, les candidats, au lieu d'être ensemble dans un même loft, ils sont chacun dans leur appart. Alors bon, on n'est clairement pas sur un concept révolutionnaire, mais là, ce qui fait la différence, contrairement à de trop nombreuses, à mon goût, émissions de télé-réalité, c'est que c'est vraiment l'aspect jeu, stratégie et humour qui est mis en avant. Les candidats apparaissent du coup plus naturels et plus sympathiques. Et du coup, on finit par passer un bon moment, à se prendre totalement au jeu. Pour résumer, les grands gagnants de cette première édition des To Doom Awards 2020 de Télé Loisirs sont donc la série Le Jeu de la Dame, qui a été une sacrée surprise pour tout le monde, la saison 4 de The Crown, qu'on vous conseille de binge-watcher dès ce soir si ce n'est pas encore fait, le titre de meilleur film de l'année revient au long métrage d'Aaron Sorkin, Les 7 de Chicago, celui du meilleur documentaire à l'affaire Watts, chronique d'une tuerie familiale, et enfin, la meilleure émission est décernée à la version française de The Circle. Voilà, c'est déjà fini. On tient tout d'abord à remercier tous les journalistes de la rédaction de Télé Loisirs qui ont bien voulu intervenir dans ce podcast. On revient dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode consacré à la série Lupin avec Omar Sy. Ce sera le tout premier épisode de l'année 2021, année qui, on l'espère, sera bien meilleure que celle qu'on vient de vivre. D'ici là, on vous souhaite une bonne semaine. Salut à tous, salut Laurence. Salut Émilie et bonne année à tous. On a hâte de vous retrouver l'année prochaine pour de nouveaux épisodes de To Doom et surtout découvrir et partager ensemble plein de nouveaux programmes sur Netflix. Vous pouvez retrouver ce podcast en avant-première sur l'application Audio Now ainsi que sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, Google Podcast, Castbox et Overcast.